Bonjour à tous, dans le dossier de la semaine, nous avons longuement parlé de l'atmosphère et de son rôle vital pour la planète. Mais l'atmosphère, c'est aussi l'air que nous respirons tous les jours et sa qualité est vitale pour nous. La qualité de l'air que je respire, c'est donc le thème de ce premier Café Science, de cette première émission réalisée en public. Et pour répondre à toutes vos questions, nous avons réuni trois invités. Isabella Anesi Maezano, bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de recherche médicale. Et vous êtes également à l'université Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie, c'est bien ça. Alors vous avez co-signé au printemps 2015 une étude assez étonnante qui montre que le coût de la pollution atmosphérique sur la santé devient exorbitant pour notre système de sécurité sociale. En quelques chiffres, ça dit quoi ? Ça dit jusqu'à 2 milliards de coûts pour associer à la pollution atmosphérique, coûts sanitaires, ce qui correspond à 30% du déficit de la sécurité sociale. D'accord, donc ça devient franchement exorbitant. On va y revenir tranquillement. Frédéric Meleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement et des risques, et vous coordonnez également une plateforme qui s'appelle Prévert, qui, comme son nom l'indique, fait de la prévision sur la qualité de l'air. C'est bien ça. Alors vous, de façon générale, qu'est-ce que vous constatez ? Il y a plus de pics, moins de pics qu'avant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. En tous les cas, le rôle de Prévert, c'est vraiment de pouvoir anticiper l'arrivée de ces épisodes pour informer la population et essayer de mettre en œuvre des moyens pour limiter l'impact de ces épisodes de pollution. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui s'il y en a plus ? Non, parce qu'il y a une forte part de responsabilité, notamment de la variabilité météorologique, qui d'une année sur l'autre n'est pas la même, et donc les épisodes de pollution, c'est pareil, ne sont pas exactement les mêmes. Et puis d'un polluant à un autre également, ça peut varier énormément. On va y revenir. Sébastien Vray, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Respire. Vous êtes plutôt du côté de la défense des citoyens et notamment vous organisez pour pouvoir les défendre aussi devant la justice. Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de victimes ? Non, il n'y a pas plus de victimes, c'est seulement qu'elles se manifestent plus parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'on a joué, nous, Respire, un rôle peut-être un peu déterminant. On prend leurs appels, leurs témoignages, et c'est vrai qu'on essaie de s'organiser pour que dans les médias, on en parle encore plus, et que devant la justice, peut-être, on puisse aller les défendre. Donc les gens sont plus sensibilisés, on peut dire. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés à la qualité de l'air, notamment parce que il y a beaucoup d'études qui sortent de l'Organisation mondiale de la santé en plus haut, jusque dans notre pays, par des laboratoires comme l'INSERM. En tout cas, merci à tous les trois d'être ici pour répondre à toutes nos questions. Et justement, je vous présente Anaïs, qui est journaliste à la rédaction de L'Esprit Sorcier. Et Anaïs va se balader dans le public avec sa petite caméra. N'ayez pas peur, pour ceux qui le souhaitent du moins. Comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions. Et puis évidemment, nous poserons aussi les questions, du moins quelques-unes qui nous ont été envoyées sur nos réseaux sociaux. Voilà. Alors, je voudrais revenir tout de suite quand même à votre étude. Parce que vous nous dites, dans l'étude, c'est entre 1 et 2 milliards. La fourchette est quand même assez énorme, vous l'avouerez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est difficile d'évaluer aujourd'hui le coût de la pollution atmosphérique ? C'est difficile parce que nous avons pris les coûts selon la sécurité sociale. C'est un peu la nouveauté de l'étude, c'est aller près du malade, disons. Donc, nous avons pris des moyennes, des coûts, des consommations de ce malade. Et la fourchette, même pour la sécurité sociale, varie. Vous pouvez bien imaginer qu'une pathologie n'est pas unique, elle a des manifestations différentes. Évidemment. Selon la gravité, les coûts peuvent augmenter. Donc, d'où notre fourchette qui est assez importante. J'ai envie de rajouter que nous avons considéré seulement les pathologies pour lesquelles il n'y a plus de doute que la pollution joue un rôle. Donc, c'était les pathologies respiratoires. Nous inhalons les polluants. Donc, après, il y a des dégâts au niveau des voies aériennes, des bronches, des poumons. Et on a pris aussi les hospitalisations cardio
cardiovasculaire. Mais nous savons depuis la littérature qu'en fait, il y a plein d'autres organes qui sont touchés par la pollution, notamment par la pollution particulière. Je pense qu'on va en parler, ces particules qui sont dans l'air, qui sont visibles. Et d'ailleurs, ça change beaucoup, parce que la pollution était invisible. Maintenant, on a à nouveau une pollution visible. Qui est là, parfois on ouvre la fenêtre et on voit que ça va être une journée difficile en termes de pollution. Et ces particules inhalées, bien sûr, ou à travers la peau, on les retrouve ailleurs, dans d'autres organes. Pour faire des exemples, le cerveau, le pancréas, le foie. Alors, ces autres pathologies n'ont pas été prises en compte dans notre évaluation, d'où... Donc ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus. D'ailleurs, c'est dans le titre, on dit à minima. À minima. Il y a un rapport du Sénat, de la commission d'enquête du Sénat du mois de juillet 2015, d'ailleurs, qui monte jusqu'à 3 milliards. Oui, on a été auditionnés, moi et les autres auteurs de cette étude, bien 2 fois d'ailleurs, pour parler de ce qui manquait, de ce qui reste à faire. Et nous, comme je le disais, on a considéré ce qu'en épidémiologie, en santé publique, on appelle la morbidité, que les pathologies. Mais il y a bien sûr la mortalité aussi associée à la pollution, et cette mortalité ne fait pas partie de notre étude. Mais il y a eu l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OCDE aussi, qui ont fait des estimations, et bien aussi d'autres organismes français. Donc cette partie n'est pas prise en compte dans notre estimation. D'accord, donc vous, c'est 15 à 30% du déficit de la sécurité sociale, enfin 2012, de l'assurance maladie en 2012. C'est quand même assez énorme. Assez énorme. Anaïs. Oui, justement, Fred, l'impact de la pollution sur la santé, c'est une question que les internautes se sont énormément posées. Et d'ailleurs, on a reçu sur Internet une question de Poulpichou qui demande « J'ai parfois l'impression que l'air que je respire dehors, notamment le soir, brûle mes sinus. Est-ce que c'est normal et est-ce que c'est dû à la pollution atmosphérique ?» Ça peut l'être dur, mais bien sûr, il faut voir pourquoi cette personne souffre de ce problème. On ne va pas faire des consultations particulières aujourd'hui, mais de façon générale, parce que je vous voyais hocher de la tête, dire oui. C'est une question complexe. En fait, même le rapport psychologique à la pollution de l'air, maintenant, on identifie que ça peut être une des causes. Ouais. Donc, on se demande, est-ce que ça serait ça? Mais moi, j'ai plein d'amis qui sont sportifs, qui sont profs de sport et qui ont des sinus pris toute la journée quand il y a des pics de pollution. De là à dire que c'est que la pollution, peut-être qu'il y a aussi du pollen et d'autres facteurs. Les principales pathologies, si on veut se résumer, vous aviez abordé tout à l'heure, mais on a quoi? On a bronchite chronique, asthme, la BPCO, qu'on appelle la bronchopneumonie obstructive chronique, c'est-à-dire cette maladie malheureusement irréversible, qui fait qu'on ne respire plus à la fin, c'est l'emphysème, pour donner un nom qui est assez connu, puis il y a l'asthme bien sûr, mais il y a aussi... des accidents cardiovasculaires. L'accident cardiovasculaire, il y a aussi, comme je le disais, le diabète. Depuis très peu, il y a plein d'études qui m'ont montré qu'il y a un rôle de la pollution aussi dans le diabète de type 2, c'est-à-dire celui qu'on considère comme dû beaucoup à l'alimentation. Alors, j'ai envie de préciser que nous avons affaire avec des pathologies qui sont multifactorielles. Mais dites-moi une chose, on ne peut pas attribuer systématiquement toutes ces pathologies à l'air que nous respirons. Sûr, voilà. Donc c'est difficile. On fait la part des choses, comme on dit. Mais comment vous pouvez faire la part des choses? On cherche des fractions de risque attribuables. C'est un peu technique, je m'excuse. Allez-y, essayez de nous expliquer clairement quand même, je veux comprendre. On va à partir des données publiées dans la littérature, donc, et on cherche bien sûr des pays du monde auxquels la France peut se rapporter, parce qu'il ne faut pas prendre des situations trop différentes. On va trouver des articles où on a identifié des risques associés à la pollution. Et puis, on fait comme une application de ce risque qui sont en fait des pourcentages. Cette pathologie à 5% est due à la pollution. Et c'est comme ça que nous avons calculé, par exemple, les coûts
associées aux pathologies. La bronchite chronique est due au tabagisme, passif, actif, mais aussi à la pollution. Donc dans notre calcul, nous avons tenu compte du pourcentage de cette pathologie qui pouvait être attribuée à la pollution atmosphérique. Et il peut y avoir des personnes particulièrement vulnérables. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un sujet très important. On est vulnérable ou susceptible, comme dit l'OMS. Alors on est susceptible quand c'est biologique, quand c'est génétique. On a malheureusement des gènes, oui, mais qui marchent moins bien. Par exemple, des détoxifications. Et donc, le polluant, il devient plus agressif chez ces sujets. Il y a plein de littérature dans ce domaine. Mais on est aussi plus vulnérable parce qu'on est malheureusement plus exposé du fait, par exemple, d'habiter à proximité pour Paris du périphérique. Ou d'être dans Je crois que ça répond déjà à des questions qui se posaient. Oui, mais aussi parce qu'on parle beaucoup de la pollution de l'extérieur des locaux, mais il faut parler aussi de la pollution à l'intérieur des logos, donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri et il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres pour des raisons qui sont souvent dues à ce qu'on peut appeler aussi les inégalités environnementales. On a une petite question là justement dans le public, Fred, et c'est une question de Paul ici, alors je lui passe le micro. Oui, bonjour. Caméra. Je voulais vous demander... Donc je voulais vous demander, depuis quand on a commencé à étudier ces pathologies et l'effet de la pollution sur ces pathologies? Et si ça fait suffisamment longtemps, est-ce qu'on a vu des évolutions au cours du temps, des pathologies? Ah, ça, c'est une bonne question. Tout à fait. Voilà, alors, depuis quand L'historique en France a commencé avec une étude qui s'appelait PARC, avec 2A, pollution atmosphérique et affection respiratoire chronique, en 1975. Donc ça fait longtemps, beaucoup de gens ici n'étaient même pas nés. Moi j'étais jeune et je ne faisais pas cette étude, mais une très bonne étude où on a considéré des ménages où il n'y avait pas d'ouvriers, parce que les ouvriers peuvent être exposés à la pollution, malheureusement, sur le lieu de travail. Donc, et on a regardé si la pollution, qui avait été mesurée plutôt au niveau de la pollution de fond, je pense qu'après Frédéric va illustrer comment on peut mesurer de mieux en mieux la pollution, et on avait trouvé pour la première fois des effets et notamment à ce moment-là j'étais arrivée, on a vu qu'il y avait une mortalité accrue pour les sujets qui habitaient dans des zones polluées. C'était une grande étude, 20 000 sujets, même plus. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Des connaissances, sans aucun doute. Oui. On sait mieux, on mesure mieux la pollution, je trouve. Il y a plein de choses qui ont été faites, notamment pour mesurer les particules. Et on a découvert qu'on en laissait pas mal de côté. Et donc, voilà, il y a une évolution. Alors, est-ce que ça empire? Il y a certainement une prise de conscience qui fait que on attribue à la pollution plus de pathologies. Et puis, selon les parties du monde, il y a certainement, par exemple, je ne sais pas si on parlera de la biomasse qui est très mauvaise et qui commence à tuer beaucoup les enfants. Vous avez vu cette étude, cette alerte, ça c'est un article du Monde, qui a été lancé par la Fédération internationale d'obstétrique il n'y a pas longtemps, le 1er octobre, pour dire qu'il y a des enfants qui naissaient pré-pollués. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai oublié de dire aussi cet aspect très, très important. Il y a un effet sur le fœtus par le biais de la mère enceinte. Nous avons des données qui vont paraître dans pas longtemps. Vous pouvez nous dire? Oui, ça va dans le sens, mais ce n'est pas original, sauf que c'est original pour la France. C'est que les enfants des mères exposés à la pollution, tout comme dans le cas du tabagisme passif, ce sont des enfants qui ont des risques de naître de petits poids. Et quand à la naissance on présente un petit poids, après on a des risques dans la vie à suivre. C'est très grave dans certains
cas de petits prématurés, hein, parce qu'on sait que leur devenir est incertain, mais en général, par exemple, les enfants de petits poids ont un risque accru d'être asthmatiques, et même asthmatiques graves dans leur vie, parce que les voies aériennes sont abîmées très tôt dans la vie, dès la vie numéro, et donc leur développement est compromis. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un aspect important qu'on néglige pas, mais qu'il ne faudrait pas, parce que c'est le devenir des jeunes. Hein, Alors, je voudrais, pour être précis, qu'on revienne quand même pour mieux connaître les différents polluants, parce qu'on dit pollution atmosphérique comme ça, mais Frédéric, c'est quoi? Quels sont les principaux polluants, les saletés qui se baladent dans l'air et qu'on est en train d'inhaler toute la journée? Les principaux polluants auxquels on s'intéresse, ce sont l'ozone et les particules. D'accord. Et quand on parle d'impact sanitaire, on s'intéresse énormément aux particules, en fait, de petite taille, de diamètre inférieur à 10 micromètres, ou voire encore plus petites, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. D'accord. Alors ces particules fines, comme on les appelle, ça c'est le principal polluant. Ça vient essentiellement de quoi? Du trafic routier? Non, il y a énormément de sources qui vont influer sur ces concentrations. Le trafic routier en est l'une d'entre elles, mais on va également avoir des pollutions liées aux émissions des activités industrielles, des activités agricoles, et également des émissions naturelles qui voyagent sur de longues distances, mais comme les volcans, les poussières désertiques. C'est une problématique très importante en Guadeloupe et Martinique, puisque la pollution aux particules là-bas est essentiellement due au panache transatlantique de poussières désertiques qui font monter énormément les concentrations. Mais on parle souvent des particules fines à propos des véhicules diesel, non? Vous saluez Monsieur Volkswagen au passage, mais on en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup, oui. Il y a énormément d'études qui se focalisent sur cette source d'émissions, mais elle n'est pas unique. Elle n'est pas unique. Non, elle est loin de là. D'accord. Il y a aussi le chauffage, par exemple, très important. Mais dites-nous, pourquoi les particules fines, qu'est-ce qu'elles ont de particulier justement pour être nocives? Alors, deux caractéristiques. La taille, bien sûr. Plus elles sont petites, plus ressemblent à un gaz. Donc, elles arrivent dans les alvéoles. Où elles peuvent aller très très loin en profondeur. Et elles rentrent dans la circulation. Et une fois qu'elles sont dans le sang, moi je montre à mes étudiants souvent une scintigraphie d'un volontaire qui a bien voulu inhaler des particules. Vous leur faites inhaler des particules, vous, pour vos études? Une seule. Vous prenez des cobayes où? Chez les étudiants? Non, c'était un seul volontaire, et c'est pas en France en plus. Je dirais pas la source, mais c'est assez spectaculaire. En Italie peut-être? Non, j'avoue. À Rome? Oui, pourquoi pas. Mais je dirais pas, mais en fait, ce qu'on voit... Alors, résultat, dans quel état est votre patient? Ça s'allume de partout. C'est une scintigraphie. Pardon, ça fait quoi? C'est vert, là où les particules marquées, dans les poumons, dans le cerveau, dans le pancréas. Ah bon? Oui, mais vous lui avez fait inhaler ces particules C'était des combien particules. De temps ça correspond à une réalité, je veux dire? Oui, ça correspond à la vie réelle, sauf qu'elles sont marquées avec un produit radioactif, et dans la vie réelle, heureusement, c'est pas le cas. Du moins, peut-être il y a eu quelques exceptions. Mais on peut dire que le dosage était réel, correspondait à une réalité. Oui. Et on voit qu'elles franchissent la barrière des alvéoles pour aller plus loin, ce qui fait que maintenant nous savons aussi, puisque l'étude elle est un peu, cette planche elle a quelques années, montre que voilà, il faut chercher du côté des autres organes ce qui a été fait. Et quand ces particules vont se nicher dans le cerveau, dans les poumons ou ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'Alzheimer, mais bon, ce ne sont que des hypothèses, ça fait du Parkinson, ça fait des maladies dégénératives. Je pense qu'on a oublié de dire que quand même elles sont aussi à l'origine du cancer du poumon. Et là, il y a pas mal de données qui étayent cette... À ce propos-là, on a une petite question dans le public de Thierry. Alors je lui laisse poser sa question. Avec ta caméra. Bonjour. Voilà, en fait, je voudrais réagir par rapport aux particules dans le cerveau, et j'aimerais savoir, à part Alzheimer et toutes ces maladies-là, est-ce que ces particules, est-ce que la pollution qui se trouve dans notre cerveau peut réduire nos capacités intellectuelles?
de par, par exemple, pour quelqu'un qui, justement comme les bébés montrés dans l'étude, est-ce que leur développement intellectuel sera moindre que quelqu'un qui, aujourd'hui, qui a notre âge, a des capacités pour apprendre par rapport à avant, au niveau de l'apprentissage et au niveau de la réflexion? D'accord. Alors, C'est une très Isabella. bonne question, mais il n'y a pas de Il y a pas réponse d'études. parce qu'il faut du suivi à long terme. En revanche, ce qu'on a observé, et c'est très grave aussi, c'est qu'il y a un risque augmenté d'autisme parmi les enfants qui habitent à proximité des axes routiers. Oui, et c'est de QI aussi. Donc mais- vous répondez oui, vous, à la question. Vous. Mais non, mais nous, on s'inspire de toutes les études scientifiques et c'est vrai qu'on en mais a il y vu pas passer de un suivi. paquet. Mais il n'y a pas vraiment de Oui, suivi. on n'a pas pour su 10 ans savoir, après s'il n'avait pas récupéré. Ah, là, on a un peu le point de vue de l'épidémiologiste qui est très très scientifique. Et puis vous dites, vous prenez tout un petit peu et vous dites si, il y a des conséquences sur. Nous, on n'a pas d'autre démarche que d'aller voir ceux qui font autorité Ouais, scientifiquement. non, bien sûr. Donc nous, on les lit, on essaie de les traduire un peu en langage courant. Et d'après vos connaissances à vous, ça a des conséquences sur. Sur ce qu'elle disait, sur le cerveau, il y a des études sur des garagistes qui respiraient des fumées de moteur. Voilà. Ouais. Sur le système cardiovasculaire, on a vu des augmentations du risque d'infarctus sur des... Mais ça, sur, ça, voilà, c'est bien établi. sur, ça, voilà, vraiment. exactement, sur des personnes vulnérables. Le cas d'autisme prématuré, cancer du poumon, asthme, BPCO. Nous, on a lu tout ça et c'est pour ça qu'on s'est alarmé et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a une réglementation? Et on D'accord. s'est dit, tiens, on a vu la réglementation, elle n'était pas respectée. Il y a- Non, il y mais a- ça, c'est un classique. Ça, c'est une autre. Mais j'ai envie de répéter. Effectivement, il y a des études qui vont dans le sens de mettre en évidence, mais on a besoin d'un suivi de ce sujet pour voir Oui. Oui, si puis la à un moment, il photo faut agir. prise à un certain moment elle se confirme À un moment, dans le et temps. après, il faut agir. Par contre, agir en prévention, je suis d'accord. Anaïs. Et alors, agir justement, ça c'est la question de Nicolas. Ici. Alors j'ai une question un petit peu plus pratique. Quand on est un citadin, on n'a pas forcément le choix, on ne peut pas aller s'installer forcément à la campagne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour pour se prémunir de ces pollutions, pour se protéger? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours pour se prémunir S'écarter du trafic routier déjà, tu prends pas ta c'est pas voiture. facile, c'est pas facile quand on vit Oui, mais- dans une grande ville. Oui, mais en fait, beaucoup de pneumologues ont quand même mis en évidence que le bénéfice pour la santé de faire du vélo en dehors des axes routiers, même si on respire plus de particules fines et de polluants, est bien supérieur justement aux dommages que ça pourrait créer sur l'organisme. Donc s'écarter des voies de transport et puis pas aller faire du sport. Allez. On va pas faire du sport sur la route. Et il y a quoi. Ok, ça répond à une question des internautes, une des abonnées sur Facebook qui demandait est-ce que je dois faire mon footing plutôt dans un parc ou plutôt dans la ville? Dans le parc, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'elle se fasse entendre parce que c'est pas normal que pendant les pics de pollution, on dise à ceux qui sont vulnérables de rester chez eux. On va C'est lui un dire peu de s'adresser à le monde nous, à l'envers. à Respire. Non, mais- Voilà, allez voir, Respire. Frédéric, moi j'ai une question pour vous qui est liée à ça quand même. Parce que vous mesurez la pollution atmosphérique, mais où est-ce que vous les mettez, vos capteurs? Est-ce que vous les mettez dans des parcs ou est-ce que vous les mettez sur les périphériques? Alors, il y en a un peu partout pour vraiment caractériser l'exposition de toute la population. Donc, il y en a qui sont en site urbain, à proximité des trafics, et également en zone rurale, donc là où il n'y a pas beaucoup de population, mais quand même, où il faut mesurer la pollution. C'est intéressant parce que quand on parle de pollution atmosphérique, on pense aux villes immédiatement, mais parlons des campagnes. Il y a des risques de... Ah oui, il y a des polluants pour lesquels les plus fortes concentrations ne sont pas en zone urbaine, ne sont pas dans les villes, mais à l'extérieur des villes. C'est notamment le cas de l'ozone, en fait. Alors l'ozone, on va préciser. L'ozone, ça sort d'où? Donc, ça l'ozone, se produit comment? Alors, c'est un polluant secondaire qui n'est pas émis, mais qui va se former à partir de précurseurs d'ozone qui sont rejetés par les activités industrielles et du trafic routier. Et c'est avec les rayons du Et soleil. également une source importante, qu'on oublie souvent de mentionner, qui sont les émanations de composants chimiques provenant de la végétation. Parce que la végétation va également participer à la formation de l'ozone. Et c'est une des raisons pour lesquelles on la trouve en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. D'accord. Et on constate des pics quand il fait beau davantage, c'est ça, non? Essentiellement quand il fait beau, quand les vents sont faibles, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait énormément de dispersion de la pollution. Et quand il fait beau, parce que ce mécanisme de formation de l'ozone a besoin du rayonnement solaire pour produire cette molécule.
J'ai fait un petit tour sur Prévert et j'ai constaté tout premier week-end d'octobre que c'était justement assez rouge là-haut dans le nord de la France. Il y a eu un petit pic samedi dernier. Là, c'était sur les particules, vraisemblablement liées aux activités agricoles et trafic routier. Ça se voyait. Trafic Ça se routier. voyait, hein, Voilà. à partir de la Comment ça, fenêtre. ça se voyait? Ah bah, c'était Ouais, rose, c'était un petit beau, ouais, gris. Vous étiez dans le nord de la France? Non. Non, mais à Paris, À en Paris. région parisienne, dès qu'on est sorti, moi je suis sorti de chez moi, j'ai regardé, j'ai fait, bah, c'est bon, on est en pic. Moi, j'ai Vous le voyez dernier comme ça? étage, Vous oui. pouvez nous décrire qu'on sache tous C'est en tant que brumeux. citoyens? Brumeux, C'est brumeux, rose, mais gris. c'est pas de l'humidité, Oui, quoi. c'est pas- Quand on arrive, par exemple, au-dessus de Paris, au-dessus de Lyon, assez loin, on peut voir en général cette pollution. Mais quand on est dedans, dans la ville, on regarde au-dessus, on s'en rend pas compte. C'était un peu laiteux. C'était un peu laiteux. C'était pas autant qu'en mars 2014, là on a vu la Tour Eiffel disparaître. Mais on sent quand c'est pas clair, on voit très bien, ça se voit assez vite. Ça se voit, ouais. Et le lien est direct, hein, c'est de la pollution. Et encore, les concentrations n'étaient pas extrêmement élevées. Peut-être qu'on a lors de l'œil ces sur jours. Mais ça. voilà. Et alors concernant ces pollutions atmosphériques, justement, on a une question sur Internet de Lucille qui nous demande si le fait de polluer comme ça les villes et les campagnes, est-ce que c'est réversible? Est-ce Bah, que c'est si ré- on arrête Ah. de polluer, Bah, c'est lui qui la doit pollution va répondre. disparaître? Oui, Oui, là, bah oui. on parle. Avec le climat, Il suffit qu'il pleuve un coup et un toutes coup les de vent, comme les il dit, particules, elles sont fixes. au Voilà, sol. alors ça disparaît à court moment, mais ces particules qui sont déposées par la pluie peuvent avoir un impact également sur les sols, puisque ça peut créer une acidification des sols, une trophication. Donc il y a plusieurs effets qui derrière vont venir perturber l'équilibre de. Si on prend l'exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a eu la journée sans voiture à Paris. Est-ce qu'on a mesuré les conséquences d'une journée sans voiture à Paris? Oui, il y a eu des études réalisées par Airparif, donc qui est l'organisme régional qui surveille la pollution à Paris. Et donc ils ont à peu près estimé une diminution des concentrations de 20 à 30% Quand même. de NOx, donc d'oxyde d'azote. Ça signifie que si tout le monde fait un effort, on peut faire diminuer comme ça assez rapidement la pollution atmosphérique ou pas, contrairement à ce qui se passe dans l'atmosphère et notamment à l'effet de serre et le CO2 qui est beaucoup plus long, qui a des effets beaucoup plus longs. Si nous on reste dans notre troposphère, est-ce que là on a beaucoup de pollution si on fait un effort, je veux dire en quelques temps? Il y a déjà des polluants pour lesquels on a réussi à complètement annihiler le problème, ou quasiment, c'est pour le SO2. Il y a eu des politiques mises en œuvre qui font qu'aujourd'hui le SO2 n'est plus du tout un problème Dioxyde de soufre. dioxyde de soufre. Ok, je vais vous poser... Oui. Non, mais si on prend toutes les sources d'émissions et qu'on agit dessus au quotidien ou politiquement, économiquement, Oui. on peut réduire tous la pollution de l'air. Alors allons-y, par exemple, pour supprimer les particules fines, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà, on supprime le diesel, comme ça on aura des particules fines et du dioxyde d'azote en moins, parce qu'on n'a pas Oui, beaucoup mais vous parlé du disiez tout dioxyde à l'heure que d'azote. le trafic n'est pas Oui, mais le seul responsable. Pour la voiture. Oui, pour la voiture, donc on Après- supprime le diesel. Pour les particules fines qui sont pour schématiser, c'est des résidus de combustion incomplètes. Quand la combustion n'est pas complète, on a encore des petits bouts de carbone qui se traînent, qui prennent des petits polluants chimiques et qui les transportent aussi. Ben, le bois, en fait, on fait du feu en foyer ouvert. Il faudrait plutôt des installations communes ou alors des systèmes d'inserts ou de cheminées qui soient performants. Plus on brûle vite le bois et moins il y a de particules. Donc voilà, des systèmes plus performants, on appelle ça du rendement énergétique. Donc avec des appareils avec un meilleur rendement énergétique. Après, sur les activités industrielles, il y a un paquet d'activités industrielles qui ne sont pas aux normes et qui remettent Pourquoi ils ne sont pas en normes? Parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre aux normes. Mais ok, pas envie de se mettre aux normes, mais quand Parce même... que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais il n'y a pas Parce des que- sanctions. Eh ben non, justement. C'est pour Comment ça, il qu'il n'y a pas de sanctions? Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des associations comme Respire qui naissent un peu comme ça par hasard. C'est parce que... Il n'y a pas de sanctions parce qu'il n'y a pas de moyens de contrôle ou parce qu'il n'y a pas de On est volonté? un peu les champions en France on fait des lois et on les applique pas. Ça fait des années, hein. Vous Ça êtes fait des d'accord? années. Oui, j'avais envie aussi, parce qu'il a soulevé un problème très important. Voilà l'autre danger des particules, elles ne sont pas toutes pareilles. Et selon ce qu'elles contiennent, on a un effet sanitaire différent. Parce que dedans, on peut avoir des métaux. Quand on descend dans le métro, il y a par exemple des particules chargées en métaux lourds. Les métaux lourds sont très persistants à l'intérieur des poumons, malheureusement. Pour l'épuration des métaux lourds, il faut du temps. Mais Et voilà. pourquoi dans le métro? Parce que normalement c'est électrique. Non, ça freine. Ah oui, c'est les systèmes de freinage, les rails, toutes ces poussières. Donc je ne dois pas prendre le métro, je ne peux pas être à Paris à vélo parce que je vais être derrière les voitures. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire?
Si, tu peux faire des trucs, c'est que tu fais attention quand tu prends le métro, tu demandes à la RATP, Je fais à attention la comment RTM. je mets un masque. Vous Mais non, mais conseillez malheureusement, en fait, il faut pas paniquer. C'est juste que maintenant qu'on sait, bah, c'est déjà le début de la solution. Le fait de savoir, ça permet de nous dire, bon, bah, je vais peut-être faire plus de vélo, peut-être moins de voitures, peut-être je vais militer, je vais demander à mes politiques, est-ce que vous parlez de qualité de l'air ? À propos du masque, il y a quelque chose de très simple à faire. Le masque, ça marche bien, mais on ne peut pas vivre avec un masque parce que c'est trop compliqué. Mais il suffit de fermer la bouche. Le nez marche, c'est un bon filtre quand même. Ah, le nez c'est mieux donc pour pour vous. certaines, les grosses particules, oui. Et ça évite de dire des bêtises. En plus. En plus. Et j'aimerais avoir votre point de vue. C'est vrai qu'on est un peu laxiste en France. C'est difficile pour vous de répondre à cette question. Pourquoi c'est difficile? Vous faites de la prévention. Donc c'est bien, franchement c'est un beau boulot, mais c'est délicat pour vous de dire oui, est-ce que les législations sont bien respectées, suivies, etc. Ah ben nous, le rôle de Prévert, c'est justement d'alerter quand il y a des épisodes de pollution, donc quand les concentrations ne respectent pas la réglementation, pour aider les autorités à mettre en place des mesures afin de respecter cette réglementation. D'accord, mais je crois savoir quand même que la France est sous le coup de sanctions de la Commission européenne parce que nous ne respectons pas les normes européennes. C'est bien ça, Il n'y a non? pas que ça, hein, je veux dire. D'abord, l'OMS a établi des normes qui sont inférieures à celles de la Commission C'est pas des européenne. normes, c'est des objectifs. Des objectifs, C'est oui. pas- c'est pas C'est normé, not c'est pas binding. obligatoire. Oui, oui, c'est malheureusement. Chaque pays doit un peu le oui, faire. tout à Mais fait. nous, en Europe, on a tous la même législation. Si on reparle des particules fines, on a le droit de dépasser on n'a pas le droit de dépasser 35 jours par an le seuil de 50 microgrammes sur une journée. Par mètre cube. Par mètre cube de particules fines. Vous allez sur le périph', c'est 160 jours de dépassement. Et il y a 14 agglomérations en France, donc ça va être Paris, Mais peut-être que Lille. c'est pas réaliste, tout simplement. Si, c'est Comme, réaliste, sauf que- mais non. on pourrait vraiment, si vous dites 160 jours, On a c'est inventé- énorme l'écart quand même. Fred. Non, On je a- vous pose une question. C'est un effet de style. Non, je défends rien. Vous Non, pose je une sais, mais question. on a inventé la bombe atomique. Les humains peuvent inventer de très belles choses pour éviter d'avoir de la pollution de l'air. Le problème, c'est que ça n'est pas une priorité. Nos élus politiques... Pourquoi c'est pas une priorité? Ça pourrait être très bien politiquement. Oui, Ça peut le pourrait, devenir, mais sauf que ça ne devenir. l'est pas. Ça ne l'est pas. Malheureusement, politiquement, si on le sait depuis 1900... Il y a des études du ministère de la Santé et du ministère de l'Industrie qui ont commandé des études en 1984, professeur Roussel, qui faisait déjà un lien entre les particules fines des diesels, des moteurs et l'impact sur la santé. Soyons Ça fait clairs, c'est 40 quoi? ans. C'est le lobby automobile essentiellement ou pourquoi? Bah, C'est un mélange de plein de choses, du lobby automobile, de l'incompétence. Je vous pose pas la question, hein, c'est à vous. Non, mais c'est pas à nous de répondre, mais en fait... Après, quand on regarde quand même les concentrations de pollution depuis les années 2000, on a quand même une tendance pour certains polluants à la baisse. Pour les particules, pour le NO2, on voit... Pour les particules aussi. Mais on reste encore pour le moment au-dessus des seuils réglementaires. Justement, mais à on s'en propos approche de plus en plus. À propos D'accord. de la réglementation, là, on a une question dans le public de Paul. Paul. Oui, rebonjour. Rebonjour, donc, Paul. Cette fois-ci, je vais demander, donc, vous dites qu'il y a des législations et qu'elles ne sont pas forcément respectées et que c'est un problème. Est-ce que Alors, je voulais savoir deux choses. D'abord, comment elles sont fixées, ces règles de législation? Pourquoi en tel niveau et pas un autre? Et si on les respectait, est-ce qu'on serait à des niveaux qui, au niveau sanitaire, seraient corrects? Ou est-ce que même déjà là, il y aurait un problème aussi? Frédéric, comment elles sont fixées? Vous pouvez nous Bah, répondre? c'est des transpositions en fait de directives européennes dans le droit français. Et donc c'est l'Europe en fait qui nous fixe un peu tous ces seuils réglementaires. On sait comment. Et ils fixent l'Europe ça. en fait a de plus en plus un objectif, c'est de se rapprocher des seuils réglementaires, enfin de se rapprocher des recommandations mises en place par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et donc on devrait arriver d'ici quelques années à avoir des seuils qui sont communs entre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et ce qui est mis en place par l'Europe. Sur Prévert, j'ai vu qu'on pouvait. Pardon. allez-y. J'ai envie de rajouter quand même qu'en France, il y a le comité de santé publique qui a fait des recommandations. Et pour ce comité, le seuil d'alerte était à 80 microgrammes à mètre cube. Alors, ni l'Europe. Mais bon, on parle de choses différentes, mais 80 microgrammes est beaucoup. Hein. Et voilà. D'accord. Trop Juste plus une élevé question que les sur- autres. Sur Prévert, j'ai vu qu'on pouvait aller se balader en Europe aussi, ou c'est possible aujourd'hui pour voir la pollution là-bas? En fait, la pollution, elle n'a pas de frontières. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont mieux placés que nous, puisqu'on parlait de réglementation européenne, finalement plus drastique que la nôtre? Est-ce qu'il y a des pays où ça va mieux?
Il y a des pays où Et ça puis, va mieux parce que la météorologie joue un rôle très important dans la pollution. Oui. Et donc les pays du Nord, notamment de l'Europe, eux sont très impactés parce qu'ils ont énormément de dépression, beaucoup de vent, beaucoup de pluie et des conditions qui ne favorisent pas l'accumulation de la pollution à la Et moins surface. d'habitants, et Moins large d'habitants. espace, disons, c'est un ensemble. Hein. Et voilà. Et alors, pour parler de la France, il y a des épisodes de pollution, tels que ceux aux particules qu'on a eus au mois de mars en 2014-2015, qui ont été deux gros épisodes qui ont duré plus d'une dizaine de jours, où on reçoit une contribution très importante de nos pays voisins, puisqu'on a des masses d'air qui pénètrent sur la France via le nord-est et qui arrivent déjà bien chargées en pollution. Et on renforce, nous, cette pollution avec nos rejets et émissions nationales, voire urbaines aussi, et ce qui crée des épisodes de pollution importants. C'est pour ça que toute la France était en danger, disons, même dans les zones rurales. Est-ce qu'il y a des régions plus vulnérables que d'autres en France? Là où il y a les grandes... Oui, alors les grandes agglomérations, on est d'accord, mais la situation géographique par rapport au climat, peut-être? Voilà, ça va dépendre un peu de quel polluant on va regarder. Le bassin parisien, pour tout ce qui est pollution aux particules, est très impacté. Après, pour l'ozone, ça va être essentiellement la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, il faut parler également de Rhône-Alpes, qui a une situation un peu particulière parce qu'il y a une conjoncture de beaucoup d'émissions et puis également un contexte orographique très important qui font que les masses d'air sont très figées, en fait. Donc, ça permet vraiment de concentrer les émanations de polluants et il y a très peu de dispersion et énormément de pics de pollution. Puis il y a des problématiques locales aussi liées au chauffage au bois qui sont très importantes. Anaïs? Et alors justement, là, si la pollution passe les frontières, ça peut poser peut-être quelques petits problèmes. On a une question de Barbara à ce sujet. Alors du coup, vous venez de dire que la pollution n'avait pas de frontières, donc je me demandais si ça pouvait créer des conflits entre les pays, parce que du coup, par exemple, je sais pas, un pays du Nord-Est, vous disiez, on a de la pollution en France de pays du Nord-Est, est-ce que ça fait des conflits entre ces pays-là du coup ? Oui, c'est pour ça que c'est très important de mettre en place des directives européennes pour limiter cette pollution. Ce n'est pas forcément une action au niveau national qui va tout résoudre et donc il faut que tous les pays se mettent d'accord pour lutter ensemble contre la pollution. Là, je parlais d'impact de pollution provenant de l'extérieur de la France, mais la France a également un effet sur la pollution d'autres pays frontaliers. De l'Angleterre, notamment. Donc c'est vraiment un processus à aborder de façon commune. Il y a une boucle. D'accord. Avant de terminer, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas que la pollution extérieure, il y a aussi la pollution à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toute la pollution avec les produits ménagers, ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles. Les c'est tout ce qu'il y a dans les particules. Donnez-nous des exemples. Dans les peintures, par exemple, c'est cette odeur un peu, vous savez, un peu forte dans les peintures. Ça, c'est Le sol en PVC, les cols. Il y a des perturbateurs endocriniens qui viennent modifier le système des On n'en finit plus, il faut vivre dans les arbres. Et puis on Non, mais vous avez des peintures à base végétale qui sont certifiées A+. Parfois, quand vous achetez des meubles bas de qualité, il y a souvent plus de colle que de bois. Vous avez des marques? Bien sûr, j'ai plein de marques. Bon, Alors, on ne les citera pas, voilà. On les connaît tous, ce sont les marques premier prix où il y a plus Beaucoup de colle. Beaucoup de colle. Toutes les agglomérés, ce qu'on appelle du médium, c'est de la poudre de bois. On sait qu'il y a tous ces produits, mais est-ce qu'on arrive à évaluer les conséquences sur le plan de la santé? Oui, il y a Tout des à fait, études bien sur sûr, il y a plein d'études. J'ai envie de dire qu'il y a plein aussi d'air qui vient de l'extérieur quand on ouvre la fenêtre. Et ça, donc, c'est un mélange. Et il y a des effets en termes, pour le moment, on a étudié surtout le cardio-pulmonaire. Il n'y a pas d'autres organes qui ont été mis en relation avec la pollution de l'intérieur. Mais ces polluants dont on a parlé sont des irritants et il y a beaucoup de particules aussi parce qu'on peut allumer une cheminée. Et que oui, on peut fumer, voilà, un autre polluant très important. Et désormais, on fume beaucoup chez soi parce qu'on ne peut pas fumer ailleurs. Donc, on peut faire du bricolage aussi. Hein. Les activités humaines sont à l'origine de pas mal de polluants. Et puis là, on parle de la pollution chimique, mais bien sûr, il y a la pollution biologique, les biocontaminants, il y a les moisissures. Qui sont... Ça, c'est important, les moisissures dans les logements. Oui, en fait, c'est vraiment ouvrir ses fenêtres régulièrement, aérer. Et c'est vrai que l'humidité dans les logements, les moisissures, ça se balade. Et Aérer? Aérer. Mais alors là, je vais faire entrer la pollution extérieure. Tout à fait. Et oui. On n'en finit plus. Non, il vaut mieux aérer. Non, mais c'est vrai que la pollution à l'intérieur, on passe 80% de notre temps à l'intérieur des logements, donc il faut mieux aérer. Et c'est pas parce que c'est un peu aérer le matin, voilà, oui, tard le en soir. dehors des bouchons, quoi, par exemple. En fait, quand on sait tout ça, il faut juste aménager un peu sa vie et y penser. Et puis, Pas simple. Non,
Non, c'est pas simple. De toute façon, la vie est compliquée, la vie est complexe. Mais... Oui, mais enfin là... Oui, mais en fait, c'est ça. Mais malheureusement, quand nous, on voit qu'il y a une réglementation qui n'est pas appliquée, des études scientifiques, en veux-tu, en voilà, internationalement connues, exactement, des politiques qui n'avancent pas, ben, on a de quoi aussi en vouloir à ceux qui nous gouvernent. Mais en même temps, on peut s'en vouloir à que même à l'école, il y avait de la pollution. Et que les enfants, 1 sur 3, étaient exposés à des niveaux qui n'étaient pas acceptables. Dans les cours d'école? Dans la classe. Dans les classes? Et même à la cour d'école, mais ça c'était connu, donc c'est surtout la classe qui nous a... Il ne faut pas sniffer de colle, voilà, il faut dire ça aux enfants. Non, c'était pas ça, c'était que les écoles commencent à être modernes et qu'il y a beaucoup de formaldéhyde, et donc qu'il y avait plus de malades dans les classes où il y avait la pollution. Ouais. Voilà. La pollution à l'école, la pollution dans les villes... et la pollution à la campagne. Alors ça, c'est une question de Julien. On a déjà parlé un petit peu. Oui, désolé, en fait, je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez, parce qu'il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps dans Nature, qui estimait le nombre de morts à 3,3 millions de personnes dans le monde. Et dans les pays occidentaux, c'est principalement lié à l'agriculture, justement à l'utilisation de nitrates comme engrais. Alors moi, la question que j'aurais envie de poser en tant qu'habitant, citoyen, est-ce que nous, on ne pourrait pas participer aussi directement par nos actions, par exemple en consommant plus localement des produits, en utilisant par exemple un compost au lieu d'utiliser des produits chimiques? Est-ce qu'en changeant nos habitudes, ça pourrait participer aussi à ça? Moi, je veux bien répondre à cette question. Ah bah allez-y, allez-y. En fait, non mais on parlait des solutions tout à l'heure. Le fait de trier ses déchets, c'est tout bête, mais on n'a pas l'impression que ça a une incidence avec la qualité de l'air, et pourtant si, parce que si ça part en incinération, il y a des chances qu'il y ait aussi des émissions dans l'air. Si on consomme des produits plus locaux, on a moins de transport, et moins de transport, moins de polluants. Et voilà, pour l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans pesticides, on parlait de la pollution à la campagne, il y a beaucoup de pesticides qui se baladent aussi dans l'air et qu'on retrouve aussi à la ville. Nos actions, de toute façon, on sait bien qu'on est tous interconnectés avec notre écosystème. Nos actions ont des incidences. Donc si on modifie un peu nos comportements, on modifiera nécessairement les écosystèmes. Mais il y a des observatoires participatifs, de gens qui se mettent ensemble pour commencer. Ils existent déjà, les observatoires. Non, participatifs, des citoyens qui... Oui, je sais bien, mais ça veut dire quoi? On ne fait pas confiance ils font un peu, ici, ils adoptent des comportements basés sur des petits gestes, comme on dit, et quotidiens, prendre le vélo, marcher, ne pas prendre la voiture. D'accord. Je crois qu'on peut vraiment faire confiance aux observatoires de la qualité de l'air, aux instituts, à Prévert, à toutes les ASCA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. C'est par région, ça. C'est par région. Air Paris, c'est en région parisienne, et puis vous en avez d'autres dans 24 autres régions. 22 autres régions. Et on peut faire confiance, mais ça n'empêche pas aussi de reprendre un peu le contrôle des choses. Il y a beaucoup de start-up qui se mettent à donner des applications pour voir si la pollution de l'air est plus pure ici, à un endroit ou à un autre. Elles doivent se recouper normalement, vous avez les mêmes Mais ils utilisent les non données. Normalement, oui. Oui, ils utilisent peut-être vos données, non? Oui, absolument. Faut espérer. C'est difficile de faire des estimations. Le rôle de Prévert, c'est également de mettre à disposition ces données pour que derrière, elles soient réutilisées à des fins d'information et tout type d'information. On parle de la difficulté des prévisions météo, parfois surtout sur les phénomènes extrêmes. Est-ce que c'est difficile de prévoir les pics? C'est une source d'entrée de nos modèles, les prévisions météo. Donc s'il y a une incertitude sur ce météo, automatiquement il y a une incertitude sur les... Mais après, les pics, les événements extrêmes de pollution, ce sont quand il y a des épisodes anticycloniques sur l'Europe, donc beau temps, très peu de vent, et c'est pas ce qu'il y a de plus complexe à prévoir pour la météorologie. Ok. Anaïs, et puis on va conclure. Une petite remarque encore là, sur Internet de Thibaut qui nous fait remarquer qu'à Paris, à partir de janvier 2016, on ne pourra plus utiliser des voitures plus anciennes que 1997, je crois. Est-ce que ça, c'est une mesure efficace d'après vous? Ça dépend si c'est une Volkswagen ou pas. Oui, plus les modèles de voitures sont anciens, moins il y a de technologies de dépollution. On parle de normes Euro 1, 5, et on arrive à la norme Euro 6. Malgré le scandale Volkswagen, il y a eu des progrès dans la dépollution, mais c'est vrai que maintenant, les véhicules les plus anciens vont devoir passer un peu au recyclage. Surtout les camions. Ça ne pollue pas plus de recycler ces véhicules que de les garder? Alors si on veut parler d'analyse de cycle de vie, on pourrait refaire une émission là-dessus, mais je pense que de manière... sur la santé, c'est enlever une partie du parc le plus ancien, c'est vraiment un grand pas pour la dépollution. Surtout les camions, les bus, il y a des choses. Un mot pour conclure, Frédéric?
Continuons les efforts. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour vraiment améliorer la qualité de l'air à tout point de vue. Et donc là, actuellement en Europe, on a un système qui se met en place, qui est le Prévert européen, en fait, qui sera un service Copernicus, dans lequel on va mélanger à la fois tout un tas d'observations, observations de mesures locales, mais également de plus en plus, on va prendre en compte l'observation satellite pour surveiller la qualité de l'air. Et tout ça, on va nous apporter une plus-value sur la qualité des prévisions réalisées par les modèles. D'accord. Et donc on sera de plus en plus capable de prévoir les épisodes de pollution et de lutter également contre ces épisodes, puisqu'on évalue également à l'aide de la modélisation l'impact de mesures de réduction des émissions, pour savoir sur quel secteur d'émissions, on parlait du trafic, de l'industriel, l'agricole, savoir sur lequel mettre les efforts pour diminuer les émissions et limiter le développement de ces épisodes. D'accord. Peut-être juste une chose, on regarde tous la météo pour savoir s'il va faire beau le lendemain, etc. Et tout. Est-ce qu'on regarde autant les prévisions Sur les tableaux à Paris, oui. Alors, un petit point, on travaille actuellement pour que les prévisions de qualité de l'air soient associées également aux prévisions météorologiques. D'accord. Par exemple à la télévision, dans les Dans certains pays européens, c'est comme ça. Dans certains pays européens, c'est comme ça. Voilà. Oui, Les oui. journaux la météo indiquent tous les jours. D'accord. Autrement, à Paris, on l'a sur les tableaux de la ville de Paris, mais c'est très sommaire. Hein. C'est Ouais, bon faut les ou trouver. moyen. Non, mais non, mais médiocre. Bon, ça veut dire quoi? Un dernier mot pour conclure, Sébastien. Il faut... Si vous trouvez que certains vous pompent trop l'air, il faudrait peut-être s'engager aux côtés de jolies associations comme celle de Respire. Et informez-vous, en fait, c'est la base de tout, s'informer, comprendre les choses d'un point de vue scientifique, même comprendre les choses émotivement, quoi. Engagez-vous, plus vous saurez de choses et plus vous pourrez prendre le contrôle sur votre vie. Voilà. Moi aussi, j'ai envie qu'il faut continuer les efforts. Il faudrait plus de financement pour la recherche publique, pour mieux comprendre ce qui se passe, parce qu'il n'y en a pas assez. Bon, on les a par le biais de l'Europe, mais c'est... Pas par le biais de la France. Pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, la recherche souffre. Hein, c'est ça que je veux dire. Et c'est bien dommage. Une dernière question. On avait une dernière question assez rigolote qui nous est parvenue sur Internet de Touilou qui nous demande « Est-ce que l'air que l'on respire a un impact sur notre humeur ?» Est-ce qu'il y a une réponse médicale? Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé du sommeil et de la pollution. Très important. Ça veut dire qu'on dort mal quand l'air est pollué? Ça veut dire, oui, que le sommeil est perturbé et le sommeil est très important pour nous nettoyer des agressions. Sérieux. Mais bon, c'est sérieux, un papier sur net, chercher la souris, mais... Si on dort bien, on se nettoie de la pollution? Oui, D'accord. mais chez la souris pour Et alors l'instant. Donc, On va faire pareil. on y croit. Et alors sur les humeurs? Sur les humeurs, je dois répondre en tant que scientifique, je n'ai pas... C'est pas encore. Sauf si l'atmosphère est exécrable. C'est ça, c'est le fond de l'air est frais, voilà. Mais bon, il y a des données sur la perception de la pollution qui indirectement nous amènent à parler de... Quand on se sent bien dans son corps, Oui, voilà. on se sent mieux aussi dans ses émotions. Oui, tout à fait. Mais bon, il n'y a pas de données. Merci beaucoup, merci messieurs, merci madame, merci au public d'avoir été là. Merci à vous aussi. Et puis, on se retrouve pour un prochain Café Science. Ciao.